Bonjour et bonsoir, tout dépend du moment où vous allez regarder cette émission, cette vidéo. C'est la première des griots de l'info, l'émission en noir et blanc, haute en couleur, et où tout est possible. Ivo est aux manettes et je suis donc le chef d'orchestre, votre serviteur. Émission en noir et blanc, vous l'aurez compris, pas besoin de vous faire un dessin. C'est une émission où l'on va parler un peu de tout, sans a priori, sans réserve, avec nos invités. Le premier, que nous remercions pour la rapidité à laquelle il a répondu à notre invitation, est licencié en droit de l'Université de Kinshasa, notaire et chef d'antenne provinciale du guichet unique de création d'entreprise pour le Haut-Katanga. Monsieur Francis Kilala, merci d'être parmi nous. Alors, allons tout de suite au centre de notre sujet. Créer son entreprise en RDC, pourquoi et comment? Deux questions en une. Commençons par le pourquoi, la première. Donc on sait que le pays traverse une crise accentuée par la pandémie, qui sévit depuis maintenant pratiquement 2 ans. Les jeunes ont peur de se lancer, la diaspora également. Comment voyez-vous les choses? Merci beaucoup. Par rapport à la première question, donc une question en même temps, une double question. La première question, en fait, pour créer une entreprise, le pourquoi, les comment. La RDC traversée, permettez-moi de commencer par une historique, parce qu'il faudrait d'abord commencer dès le départ pour expliquer les choses. Parce qu'avant 2012, pour créer une entreprise en RDC, au regard du rapport de Doing Business, cela prenait au moins pas moins de 120 jours. Et 120 jours, cela était un délai minimum pour créer une entreprise. Premièrement, les délais étaient trop loin. Il y avait un délai très... il fallait que l'État congolais puisse trouver une solution par rapport au délai. Et hormis les délais, il y avait le coût. Les opérateurs économiques ont souffert. Un opérateur économique, ne serait-ce pour obtenir le RCCM, devrait dépenser au moins $500, voire même $600. Au regard de tous ces mots qui rongeaient la société, surtout dans le secteur entrepreneurial, l'État congolais a décidé, lorsque nous avions adhéré au traité OADA, de mettre en place un guichet unique de création d'entreprise. C'est là pour faciliter les opérateurs économiques à créer les entreprises dans un temps record avec un coût qui est très réduit. C'est ainsi qu'on a mis en place le guichet unique de création d'entreprise qui réunit toutes les administrations intervenantes. À l'occurrence, on avait, à son temps, il y avait le tribunal de commerce qui avait cette compétence, mais désormais c'est le guichet unique qui a cette compétence pour créer une entreprise. Au-delà du guichet unique, nous avons la DGI, la Direction Générale des Impôts. Nous avons l'économie nationale qui intervient. Nous avons la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a aussi l'Institut national de préparation professionnelle qui intervient. Et puis, in fine, l'ONEM, qui est l'Office national de l'emploi. Et toutes ces administrations sont réunies au sein du guichet unique. Vous vous rendrez compte que le seul intermédiaire désormais sera le guichet unique, en lieu place que l'opérateur économique se déplace d'une administration à une autre, ce qui a fait en ces jours que l'État congolais mette en place le guichet unique dans toute la facilité, donc plus de tracasseries et plus des mots qui rongeaient la société. Donc l'opérateur économique ne pourra plus se déplacer d'une administration à une autre. Et actuellement, c'est au moins dans 3 jours, vous créez votre entreprise. Donc ça c'est une aubaine, j'ai envie de dire, pour les jeunes qui veulent se lancer maintenant. Ben oui, ce n'est plus un chemin de la croix, puisque à son temps, ce fut un parcours du combattant. Actuellement, c'est simple de créer une entreprise, puisque le guichet unique comme mission, c'est un établissement qui est dans les cas de la facilitation. Donc on est là, on a mis en place le guichet unique pour faciliter les jeunes entrepreneurs, tout comme le vieux, le grand, tous au même pied d'égalité de créer une entreprise. Et lorsque ce jeune maintenant obtient ses papiers, donc il a sa société, quelles sont les aides qu'on peut lui apporter de manière supplémentaire? Est-ce qu'il y a possibilité de faire des prêts dans les banques avec un business plan, ou il faut qu'il se débrouille par lui-même? Au-delà de tout, d'abord, pour créer son entreprise, là vous voulez dire que quelqu'un d'abord décide de quitter le secteur informel.
pour être dans le secteur formel. Le secteur formel voudrait dire que la personne voudrait être en ordre avec l'État congolais. Cela va ouvrir plusieurs portes, plusieurs opportunités, entre autres l'octroi des crédits, l'octroi des marchés, puisque une entreprise sérieuse ne peut pas contracter avec quelqu'un qui n'est pas légalement connu. Déjà au départ, lorsque vous avez tous les documents légaux, et là vous pouvez exercer facilement votre entreprise, vous pouvez facilement exercer vos activités allégées, et puis au-delà de tout, certains avantages liés. Et récemment par exemple, la Banque mondiale a mis en place un crédit, et entre autres parmi, il y avait une catégorie, et beaucoup plus pour les entrepreneurs, il y avait des conditions. Il fallait voir d'abord quels sont les documents qui sont mis en place, quels sont les documents que l'opérateur économique a à sa possession. Et lorsque vous réunissez tous ces documents, et là vous accédez au crédit. D'accord. Et si maintenant un étranger, il a accès également à cette procédure? Un expatrié, belge, chinois, français, est-ce qu'il peut venir vous trouver pour monter son entreprise, ou il y a d'autres démarches à faire? Comme je l'ai dit au début, nous sommes dans un système sous-régional, les traités OHADA, l'organisation. Donc, on l'a mis en place pour favoriser, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la race, donc les conditions sont les mêmes. À une seule différence près, on suppose que vous venez dans un territoire donné, plus votre passeport, et puis à l'occurrence un visa, donc rien de grave, donc ça va de pair d'ailleurs. Parce qu'on suppose pour séjourner dans un territoire donné, vous devez absolument avoir un visa, vous devez avoir absolument un passeport, et voilà, au-delà, hormis ces deux conditions, donc toutes les conditions sont les mêmes, comme tous les nationaux. Et alors on a une question d'un internaute qui nous dit ceci, certains en quête de crédibilité s'inventent un CV, compétences, pour jouer aux professeurs, aux accompagnateurs, et ainsi gruger les gens. Comment éviter ces pièges? On voit ça sur les réseaux sociaux, des gens qui vous proposent, je vais dire, formation A, nous pouvons faire vos papiers, tout comme les visas d'ailleurs, c'est 100 $, etc. Et puis on se rend compte, après qu'il n'y a rien derrière. On vous promet un certificat, mais les papiers officiels n'arrivent pas. Donc comment les gens peuvent-ils éviter ces pièges? Je crois, pour éviter ces pièges, il faudrait d'abord, je commence d'abord par notre service, qui est le guichet unique de création d'entreprise. Donc il faudrait commencer par une forte campagne de sensibilisation, puisque jusqu'à ce jour, certains publics encore méconnaissent l'existence du guichet unique de création d'entreprise. Donc il faudrait plus encore des campagnes de sensibilisation sous toutes formes, et qu'il faudrait, par exemple même dans le cadre de votre émission, je vous remercie d'ailleurs, et j'en profite, et voilà, faire connaître le produit, quels sont les avantages que le guichet unique octroie ou bien donne aux opérateurs économiques. C'est tout simplement que les gens aussi ont peur d'affronter les administrations de l'État. Et parfois, puisque moi j'ai un exemple typique, il y a un entrepreneur que j'avais fait venir au bureau, et par la suite il m'avait avoué qu'il avait peur de venir au bureau. Et pourtant, dans les cas de l'amélioration du climat des affaires, l'accès est accessible, permettez-moi la répétition. Donc les gens parfois ont peur d'une part, et d'autre part un problème de sensibilisation. Et toutes les informations, comme par exemple aussi dans les cas de l'ANAPI, dans le cas toujours de l'amélioration du climat des affaires, transparence, il a été exigé que toutes les administrations doivent afficher les prix. Tout cela pourquoi? Pour éviter à ce que les gens soient dupés. Et ce que le guichet unique fait, lorsque vous arrivez au sein du guichet, ou au sein du guichet unique, vous trouverez un roll-up qui vous renseigne tous les prix et les documents qu'il faudrait. Donc il faudrait plus encore de sensibilisation de la part de toutes les administrations. Et pour éviter ces genres de tracasseries ou bien des mensonges. Et donc si je vous comprends bien, la maman qui est dans l'informel et qui vend ses tomates ou ses fruits et légumes au bord de la route, elle peut venir chez vous et elle aurait même intérêt à venir chez vous pour rentrer dans le formel et pouvoir alors déployer son marché. Oui, d'ailleurs je profite pour ces genres de personnes. L'acte uniforme a prévu une certaine catégorie, ces genres de personnes. Ce sont des personnes qu'on appelle des entrepreneurs. Au sens du terme de l'acte uniforme, l'article 30 de l'acte uniforme sur le droit commercial général, qui a prévu ces genres de personnes. Donc c'est l'entrepreneur.
et ne font qu'une simple déclaration et par la suite ils auront les documents, la déclaration d'entrepreneur. C'est gratuit pour l'entrepreneur. Cette fois-là, ce n'est même pas une personne physique commerçante, ni encore une société. C'est une catégorie bien fixée. C'est pour pallier, si nous voulons faire une certaine comparaison au statut de petits commerçants, c'est presque, mais jusqu'à ce jour, à une différence près. Et ces genres de personnes peuvent passer au guichet unique et elles peuvent facilement s'immatriculer. Puisque ce sont des personnes physiques entrepreneurs. Et alors, j'ai vu sur votre blog justement, il y a la possibilité de s'inscrire en personne physique et en personne morale. Pour les gens qui ne sont pas nécessairement au courant de la chose, vous pouvez expliquer les différences qu'il y a entre les deux? Merci. Je commence d'abord premièrement pour la personne physique, qu'on appelait à l'époque établissement, parce que regardez l'acte uniforme sur le droit commercial général, ce sont les commerçants personnes physiques. Pour créer une personne physique commerçante, d'abord il faudrait savoir une chose, une personne physique commerçante est liée à la personne. Deux personnes ne peuvent pas créer une personne physique commerçante. Ça, c'est très important, il faudrait qu'on les sache. Et pour créer une personne physique commerçante, l'opérateur économique doit amener les documents que voici. La copie de sa pièce d'identité, premièrement. Un extrait de son casier judiciaire, puisque l'acte uniforme a prévu l'article 10, que lorsque vous avez été condamné, vous ne pouvez pas exercer l'activité commerciale. Mais l'acte uniforme aussi a prévu, il arrive parfois que le requérant ne possède pas l'extrait du casier judiciaire. L'acte uniforme a mis en place la déclaration sur honneur, que nous avons mis en place au guichet unique, au profit des opérateurs économiques, puisque vous pouvez dire comment nous devons rédiger la déclaration sur honneur. On a mis en place un modèle de la déclaration sur honneur. Il y a une demande écrite adressée au chef d'antenne. Et dans la dite demande, il faudrait renseigner les noms commerciaux, puis les activités que vous allez exercer. À part la lettre adressée au chef d'antenne, il faudrait un contrat de bail. Un contrat de bail voudrait dire tout simplement, là vous louez. Mais il arrive parfois que vous êtes propriétaire d'un local ou bien d'une parcelle, et là il faudrait apporter un titre qui atteste réellement que vous êtes propriétaire, l'équivalent qui est les certificats d'enregistrement, qui atteste réellement que vous êtes propriétaire, la copie bien sûr, c'est pas l'original. Et puis le tout couronné par les frais, qui est l'équivalent de $30 plus le frais bancaire. Et en contrepartie, c'est dans le délai de 3 jours. Vous aurez les documents qui voici. Donc premièrement, vous aurez les RCCM, le numéro d'affiliation à l'INSS, à la Caisse nationale de sécurité, l'INSS actuellement à la Caisse nationale de sécurité sociale, et puis le numéro d'affiliation à l'Institut national de préparation professionnelle, à l'ONEM. Mais en principe, vous devrez avoir tous les documents dans 3 jours. Mais il arrive 2 administrations parfois qui traînent avec les documents. À l'occurrence, c'est le numéro d'impôt et le numéro d'identification nationale. Sont les 2 documents qui traînent. Hormis ces 2 documents, les restes, vous les avez dans 3 jours. D'accord. Et alors au niveau personne morale? Et pour la personne morale, l'acte uniforme a prévu premièrement 5 formes juridiques. Donc là, je vais à l'article 6 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. L'acte uniforme a prévu 5 formes de sociétés commerciales. Et toutes les 5 formes de sociétés sont créées au guichet unique. Et tout dépendra de la forme juridique que l'opérateur économique va vouloir choisir, bien qui lui semble facile. Mais plus les formes qui sont à vogue, c'est plus la SARL et la société anonyme et puis la société par action simplifiée. Mais je vais commencer par la société à responsabilité limitée. Quelles sont les conditions pour créer une société à responsabilité limitée? Mais comme je l'ai dit au départ, le guichet unique c'est un service de facilitation. C'est un établissement qui a été mis en place pour faciliter les opérateurs économiques. Par rapport au modèle type des statuts, vous pouvez entrer sur notre site www.guichetunique.cd. Et là, vous trouverez toutes les formes juridiques, même le modèle type des statuts. Je commence par la SRL. Pour créer une SRL, avant 2014, l'acte uniforme a prévu l'article 311 que pour créer une SRL, il faudrait au moins un capital minimum de 1 million de francs CFA. Et si nous faisons la parité, ça donne presque dans le 1900 et quelques, on arrondit à $2000.
Mais arrivé en 2014, il y a eu un arrêté interministériel qui a décidé de rendre libre les capitales sociales, ce qui fait à ce jour pour créer une SARL, les capitales sociales est librement fixée par l'associé unique ou bien les associés. Ce qui fera que vous allez apporter les statuts en format Word et puis en dur, en 4 exemplaires. Premièrement, les statuts, vous les apportez. À part les statuts, il faudra apporter la preuve de libération du capital social. Il faudrait verser dans une banque de la place. Et parfois, la personne peut poser la question, mais qu'en est-il, puisqu'à son temps, avec la pratique, pour déposer un capital social, il fallait avoir les statuts notariés, il faut avoir les RCCM. Mais avec l'acte uniforme a prévu un mécanisme pour déposer au départ, excusez-moi, pour déposer au départ les capitales sociales dans un compte à la banque. Donc, vous allez déposer les capitales sociales dans un compte et la banque vous donne un récépissé ou bien la preuve de libération du capital social. À part la preuve de libération du capital social, il faudrait apporter la pièce d'identité du gérant, le responsable des ou du gérant, parce que l'acte uniforme prévoit la société à responsabilité limitée peut être dirigée par un ou plusieurs gérants. Tout dépend de la volonté des associés ou bien de l'associé unique. La pièce d'identité du gérant. Nous avons les spécimens des signatures du gérant. À part les spécimens des signatures du gérant, il faudrait apporter la déclaration sur honneur. À défaut, c'est plus, on demande l'extrait du casier judiciaire. La déclaration sur honneur vient à défaut. Lorsque la personne ne possède pas l'extrait du casier judiciaire, comme l'acte uniforme, je l'ai dit au début, on a facilité les choses que nous possédons chez nous. La lettre de demande d'immatriculation adressée au chef d'enquête. Et là, une fois que tous ces documents sont réunis, vous venez au guichet unique. Et le coût est l'équivalent de $80 plus les frais bancaires. Là, c'est pour une SARL. Pour une société anonyme, la société anonyme, en soi, l'acte uniforme prévu un capital déjà minimum, qui est au moins de $20 000. Et lorsque vous créez une société anonyme, il faudrait déjà au départ prévoir 1% dû à l'État congolais. Ça, ce n'est pas prévu dans l'acte uniforme, mais par contre par un arrêté interministériel du ministre de la Justice et du ministre des Finances. C'est un droit dû à l'État congolais. Lorsque vous voulez créer une société anonyme, puisque c'est une société des capitaux, déjà dès le départ, donc il faudrait vous munir, il faudrait être fort, vous apprêter en termes de dépenser les capitaux. Donc il faudrait apporter les capitales sociales et puis verser à la banque les $20 000, ça c'est le minimum. Mais la loi permet à ce que l'on verse au moins les 1/4 du capital social, mais qui sera versé après 3 ans. Mais les capitales ne peuvent pas être inférieures à 20 000. Mais la loi permet, il arrive parfois que vous n'ayez pas les $20 000. Vous dites non, j'ai les 1/4 de $20 000, la loi permet. Et dans ce cas-là, vous allez créer votre entreprise. Tout comme aussi dans une SARL, j'avais oublié, vous pouvez libérer la moitié du capital social. La loi a prévu cela. Donc, vous versez les capitales sociales. Si vous n'avez pas, la totalité, vous pouvez verser les 1/4 du capital social. Et puis, les statuts. Par rapport à la société anonyme, là, il faudrait se mettre d'accord avec la forme juridique. Certes, il y a la forme juridique, mais nous avons 2 grands types encore de sociétés anonymes. La société anonyme avec conseil d'administration et nous avons encore la société anonyme avec un administrateur général. Je vais commencer avec la société anonyme avec administrateur général. Si vous optez pour la société anonyme avec administrateur général, donc on aura besoin des statuts. La loi prévoit que, mais dès lors que vous ne dénoncez pas, comment allez-vous, puisque je ne pourrais pas être partout. Parfois la seule voie ou bien le seul moyen, c'est d'écrire. La boîte à gestion, ça fait pratiquement depuis que j'ai mis ça, je n'ai reçu que 2. Vous imaginez, si vous ne dénoncez pas, c'est comme si Che Guevara, soit vous êtes. Dans ce cas, on va passer dénoncer, mais déjà, là, je vous ai fait part des préoccupations que la plupart d'entrepreneurs rencontrent par rapport au numéro impôt. On ne sait pas. Mais cela ne voudrait pas dire aussi qu'on croise les bras. Il y a la direction générale qui est à pied d'œuvre, en train de chercher des voies et moyens, puisque à son temps, nous étions un service public. Actuellement, nous sommes un établissement public. Donc, nous sommes en train de mettre le moyen, voir comment pallier à tout cela et pour que
réellement les 3 jours soient effectifs pour donner tous les documents. Parce que c'est qui pousse même la plupart d'entrepreneurs d'aller directement à la DGI, voir comment on rentre et tout. C'est parce que, après avoir marché peut-être durant des mois au guichet unique, ils n'ont pas eu de solution. En fait, ça se passe comment? Lorsque vous créez, il y a une liste, on transmet à la DGI. Et la DGI doit nous répondre. C'est ça le problème. Contrairement à d'autres adresses, à d'autres administrations, on a dématérialisé. Donc nous sommes en interconnexion. Avec l'ONEM, avec la CNSS, l'INPP. Donc on est en interconnexion. Ce qui fait que voilà, vous n'avez pas à aller vers toute l'administration. Mais par contre, la DGI et l'économie sont bloquées. C'est ça. Parce qu'à ce jour, donc, il faudrait encore d'autres moyens, d'autres mécanismes, et voilà. Je trouve que pour être effectif, le guichet unique, il faut aussi débloquer cette partie de la chose. Oui, c'est un problème aussi. C'est un problème. Et comme je l'ai dit, la direction générale cherche des moyens pour décanter la situation. Puisqu'on doit être comme à l'île Maurice. C'est dans quelques heures en ligne, vous créez à votre société. Là. Parce qu'actuellement, lorsque vous voyez les rapports d'une business, si je ne me trompe pas, actuellement c'est l'île Maurice qui est le pays qui attribue les analyses. En tout cas, moi j'encourage déjà les changements qui ont été effectués. C'est très encourageant parce que ça facilite quand même une grande part des choses. Vous êtes entrepreneur dans quel domaine? Je suis dans la transformation, dans l'industrie légère. Je suis dans la fabrication des emballages en papier biodégradable. Ok. Faut voir madame là-bas au bout. Oui, madame. Pour le 100% consommation local. Local, c'est ça, c'est intéressant. Et donc, c'est dans ça que nous nous sommes lancés depuis 2019. C'est au mois de juin 2019 d'ailleurs que j'ai eu mon accession de tous les autres documents. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore le numéro à vous. Non, il faudrait passer. C'est 2019. 2019. Est-ce que vous êtes passé récemment, puisqu'on nous a répondu récemment avec un lot de 2019? Ok, il faudrait passer. C'est quoi le nom? Mike, tu peux prendre le nom de la personne qui est commerçante, le nom commercial? C'est une SARL. Une société, hein? Ok. Prends le nom et puis les noms, comme ça, même son numéro de téléphone, comme ça on peut voir. Le administrateur général peut être nommé dans les statuts et les commissaires aux comptes dans les statuts. Vous avez cette option, ou soit dans une assemblée générale constitutive, vous pouvez les nommer. Vous avez cette option. Bon, beaucoup plus dans l'expérience, avec l'expérience, la petite expérience que j'ai. Je vois beaucoup plus les gens nomment les administrateurs et puis les commissaires aux comptes dans les statuts. Là, c'est une société anonyme avec administrateur général. Donc, vous les nommez et puis il faudrait verser leur pièce d'identité, la pièce d'identité de l'administrateur général, sa déclaration sur honneur, son spécimen et signature, la demande écrite aussi comme dans une SRL. Et là, les coûts est toujours de $80. Par contre, les coûts changent au niveau de la société anonyme avec conseil d'administration. Comment les coûts changent? Puisque au-delà des statuts, la loi prévoit que les premiers administrateurs sont nommés soit dans les statuts, soit dans l'Assemblée générale constitutive. Puisque avec le conseil, avec une société anonyme avec conseil d'administration, la loi prévoit le mode de direction. Nous pouvons avoir une société anonyme avec un président directeur général qui sera secondé par un directeur général adjoint et un président du conseil d'administration et un DG. Je vais dans toutes les deux hypothèses. En commençant par la société anonyme, vous nommez les administrateurs. Beaucoup plus les gens les nomment dans les statuts et puis les commissaires aux comptes. Et puis, à leur tour, les administrateurs doivent convoquer la toute première réunion du conseil d'administration. Et dans cette réunion du conseil d'administration, ils doivent nommer le PCA, le président du conseil d'administration, et les DG. Ce qui fait que le coût ne sera plus de $80, étant donné qu'il y a un acte de plus qui est le procès verbal de la réunion du conseil d'administration, qui est, je crois, presque la DGRAD, si je ne me trompe pas, dans les $110, qui fera au moins vous ajoutez $80
plus les PV que vous allez payer aussi. Pour la société anonyme, c'est là où il y a une différence. Et les tout, donc une fois vous déposez, et dans les 3 jours vous créez votre société, vous avez les RCSM, hormis les deux documents que j'ai cités, à l'occurrence le numéro d'impôt et le numéro d'identification qui traînent. Mais ça arrive quand même, ça traîne, indépendamment de notre bonne volonté. Mais néanmoins, tous les restes des documents arrivent dans les 3 jours. Et donc, si maintenant, question de novice, quelqu'un est en personnalité physique et veut passer en personnalité morale, il vient vous trouver également. Oui, il vient nous trouver également, mais en répondant, si je profite de l'occasion, ces modes ou bien cette transformation n'est pas acceptable au regard de l'acte uniforme. Une personne physique commerçante ne peut pas être ne peut pas devenir une société. Car moi, sauf s'il abandonne son... Je veux dire, il voit que ses affaires fleurissent en tant que personne physique et il veut grandir. Je pense qu'en grandissant, il doit changer de statut. Bien sûr, il doit changer des statuts, mais l'acte uniforme a prévu, il doit radier sa personne physique commerçante et puis en créer une société. D'accord. Il doit en créer une société. Et alors, une autre question, elle est un peu plus personnelle et mes amis expatriés vont peut-être pas l'apprécier. Qu'en est-il d'un expatrié qui crée une société chez vous, une société anonyme, etc. Est-ce qu'il ne devrait pas être obligé de prendre un partenaire congolais à raison de 55 ans? Bon, tout dépend dans quel secteur. Vous savez, par exemple, en 2017, il y a une loi sur la sous-traitance. Tout dépend dans quel secteur il va évoluer. Parce que certains secteurs, il y a une certaine réglementation où on exige absolument qu'il y ait un Congolais. Par exemple, si nous allons dans la sous-traitance, on dit qu'il faudrait que ce soit une société à capitaux majoritairement congolais. Et dans ce cas-là, il sera obligé de céder ou bien de chercher un Congolais. Mais s'il est dans un autre secteur d'activité, là, il peut être seul. Donc tout dépend dans quel secteur il va évoluer. D'accord. Alors, on avait prévu un échange, s'il y a des questions dans le public. C'est le moment, c'est l'instant. Les jeunes dans le public, il y a des dessinateurs, il y a des jeunes qui veulent lancer leur... Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, ici, je suis entrepreneur. J'aimerais bien savoir pourquoi le numéro d'impôt met autant de temps pour être attribué. Parce que finalement, ce n'est pas normal de dire que le numéro d'impôt est attribué gratuitement, mais par la suite, il faudrait débourser encore de l'argent pour l'avoir plus rapidement. Je peux? Oui. Merci beaucoup. Je ne veux pas me substituer à la DGI, mais néanmoins, je vais essayer de répondre. Parce que on a une réunion avec le directeur général provincial de la DGI. Il nous a fait savoir le pourquoi des numéros impôts qui traînent. La plupart d'entrepreneurs donnent de fausses informations. Ce qui fait quand ils arrivent sur terrain, les inspecteurs constatent que ce n'est pas l'adresse indiquée sur l'extrait du RCSM ou bien sur les autres documents. Et parfois ça bloque. Mais lorsque vous dites que vous déboursez là, c'est une voie qui n'est pas légale, bon, là je ne sais pas comment vous faites. Mais c'est ça la voie officielle, la voie autorisée. Souvent les adresses ne sont pas cohérentes, ce sont des fausses informations. Je peux relancer. D'accord. Vous dites qu'ils doivent faire une enquête et tout ça, mais les guichets uniques, déjà par sa vocation première, c'est de faciliter la tâche à tous ceux qui veulent créer l'entreprise pour obtenir ces documents-là plus facilement. Parce que déjà, après, une fois avoir entamé les démarches, nous avons tous les documents assez facilement, le RCSM, le numéro CNCS, CNPP, FONEM et tous les restes, sauf le numéro impôt qui fait défaut. Pourtant, c'est sûrement au guichet unique de faciliter
cette démarche-là pour pouvoir offrir ces numéros. Parce que normalement, l'entrepreneur, quand il commence son activité, il doit être assujetti à l'impôt. Mais s'il n'a pas des numéros d'impôt, comment pouvoir s'acquitter de cette charge-là d'impôt? Merci. Ben, d'abord, il faudrait savoir une chose. La facilitation ne voudrait pas dire qu'il faudrait violer les règles ou bien la loi. Ça, c'est de 1. C'est comme je l'ai dit, il est dit que les opérateurs économiques donnent de fausses adresses. Les guichets uniques, au-delà de la facilitation, dans les normes requises, donc il faudrait respecter certaines normes. Et puis, comme je l'ai dit au début, le guichet unique, c'est un guichet unique. Cela ne voudrait pas dire que toutes ces administrations ont donné la compétence totale au guichet unique. Au-delà d'être un guichet unique, ces administrations gardent certains de leurs pouvoirs. Ce qui fait qu'avant d'octroyer un numéro d'impôt, ces administrations doivent entre autres se rassurer réellement que cette personne a donné de bonnes informations. Puisque comme vous l'avez dit tantôt, parce que comment vous allez déclarer le fisc si on ne sait pas d'abord vous répertorier, c'est ça le plus grand problème. Ce qui fait que l'on dit parfois à certaines entreprises sont introuvables. Être répertorié, ce serait déjà d'avoir un numéro qui attribue, je sais pas moi, une identité fiscale à la société. Je pense que c'est la première démarche qui facilite l'identification d'une société à la DGI pour qu'il soit assujetti à l'impôt. Mais si l'entreprise n'a pas ces numéros-là, il peut arriver que j'ai créé ma société et puis l'adresse que j'avais donnée, par la suite, face à une réalité, j'ai été obligé de me déplacer. Mais si j'ai déjà ce numéro d'impôt, même si je me déplaçais, j'allais à l'autre bout de la ville, je peux toujours aller, parce que j'ai le numéro d'impôt, je peux toujours aller déclarer mon impôt. Et par la même occasion, signaler ma nouvelle adresse. Donc, comme je l'ai dit au début, il y a une condition. Avant qu'on vous donne le numéro d'impôt, vous devrez être mieux identifié. Vous ne pouvez pas avoir une adresse fantôme et vous voulez qu'on vous octroie un numéro d'impôt. Parce que déjà, avec la petite expérience, pour les opérateurs économiques, parfois, lorsqu'elles viennent déclarer les impôts, je ne suis pas agent de la DGI, comme je l'ai dit. En fait, souvent, c'est lorsqu'ils ont un marché. Mais à l'occasion de rien, c'est difficile de voir un entrepreneur aller déclarer. C'est très difficile. C'est ainsi, on doit bien vous localiser, on doit savoir, ben c'est X, vous habitez tel endroit, votre adresse, et voilà, on sait facilement recouvrer l'argent de l'État. Parce que sans cela, ce sera difficile. Certes, le guichet nous facilite, mais au-delà de tout, il faut que l'argent, on doit vous localiser. Vous devrez être mieux identifié. Sans cela, ce sera très difficile. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est peut-être de continuer en aparté. On va terminer pour aujourd'hui. Les gens qui sont intéressés, vous verrez en bas de la vidéo, nous mettrons les coordonnées de notre invité du jour. Vous pourrez le contacter au guichet unique. Et je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'avancées depuis 2012. Et je vous remercie de votre participation à cette première. Vous avez essuyé les plâtres. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. On espère que la seconde sera d'une aussi bonne qualité. Merci.